Bonsoir et bienvenue à la résolution de ces petites énigmes-là. Alors, ce sont 5 petites énigmes un peu philosophiques, un peu des paradoxes que j'ai écrites pour pouvoir avoir des discussions. Alors, c'est pas nécessairement de la grande mathématique. Il n'y a pas nécessairement de bonnes réponses. C'est plutôt sujet à questionnement, à débattre, et ainsi de suite. Alors, première énigme, je vous fais part de 3 montres. Une qui retarde de 1 seconde par jour, ce qui est rien quand on y pense. Alors, on va dire ça ici. Donc, la montre A, donc la première montre, 1 seconde par jour qu'elle retarde. Dans le fond, ça veut dire que dans une année, elle retarde, si j'arrondis, à peu près 6 minutes. Ce qui n'est pas tant que ça dans une année. Hein. Au bout d'un an, ben, on corrige ça. Un petit 6 minutes, et voilà. Fait que la majorité du temps, on n'aura jamais été pire que 6 minutes d'écart. OK. Donc, ça, c'est la façon de dire qu'elle est assez fiable. Par contre, tout ce temps-là, elle n'a jamais donné la bonne heure exacte d'un point de vue d'exactitude. À chaque jour, elle retardait d'1 seconde. Donc, toutes ces journées-là, les 365 jours, il n'y avait pas de bonne heure d'indiquer dans cette montre-là. En passant ici, je parle d'une montre avec 12 heures qui ne fait pas la différence entre le AM et le PM. Donc, on peut dire qu'elle est efficace parce qu'elle ne retarde que de 6 minutes par année. Mais d'un autre côté, on pourrait faire le calcul inverse puis de dire qu'elle va redonner la bonne heure exacte une fois à tous les 118 ans à peu près. D'où ça vient ce calcul-là? 60 secondes fois 60 pour des minutes, fois 60 pour les heures, fois 12 heures, parce qu'il y a 12 heures dans ma montre. Donc, ça fait 43 200 jours, parce que c'est par jour, hein, l'écart. Donc, divise par 365, à peu près 118 ans. Ouf, de ce point de vue-là, elle n'est pas très fiable. Si on regarde la deuxième, bon, elle, c'est de 1 minute par jour. Bon, 1 minute par jour, c'est pas si pire. Disons qu'au bout d'une semaine, décalé de 7 minutes, c'est un peu fatigant, mais bon, c'est pas si pire. On fait ça une fois par semaine. Donc, on pourrait dire qu'elle est moins fiable, hein, parce qu'une minute par jour, c'est un peu moins fiable. En fait, elle va avoir dévié de 6 heures, à peu près 6 heures dans un an. Alors que la première, on avait vu, c'était à peu près 6 minutes qu'elle décalait dans un an. Ici, c'est 6 heures. On voit très bien qu'au bout d'un an, il y a une énorme différence. Fait que de ce point de vue-là, on peut dire que la deuxième montre est beaucoup moins fiable que la première. Par contre, elle donnerait la bonne heure une fois tous les 2 ans en moyenne, au lieu de 118 ans. C'est du pas pire, là. Fait que de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle est plus fiable. Et de la même manière, la troisième montre, donc elle décale de 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est beaucoup, hein? Ça veut dire qu'à chaque jour, il faut la remettre correcte parce que c'est énorme, 1 heure. Et puis, donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle est vraiment pas très fiable, cette montre-là. Par contre, ça voudrait dire qu'elle donnerait la bonne heure 30 fois dans un an. 30 fois dans un an. Imaginez alors que l'autre, c'est une fois tous les 120 ans. Voyez-vous hein, comment que c'est sujet à interprétation. Alors ici, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Ça dépend de ce qu'on entend par fiabilité. Est-ce qu'on privilégie le nombre de jours qu'il est proche de la bonne réponse ou le nombre de jours qu'il a la bonne réponse? D'un point de vue pragmatique, c'est sûr que j'opterais pour une montre comme ça, parce que moi, même si elle m'indique la bonne heure qu'une fois aux 118 ans, je sais très bien que, bon, au bout d'une demi-année, je décalerais, j'arrangerais le 3 minutes que j'aurais eu. Et puis, c'est pas un gros ouvrage. C'est pas bien grave. Et pendant cette demi-année-là, je serai au maximum 3 minutes d'écart avec la réalité. Ce qui n'est pas super parce qu'on sait que les autobus de la STEM, ils ont droit
à 3 minutes de marge d'erreur, fait que je serais correct pour prendre le bus et le métro. OK, question B maintenant. Je vous demande, qu'est-ce qui arrive en premier? Est-ce que c'est le jour de l'an ou Noël? Posé de même vite, on aurait dit, ben là, c'est évident, hein? Noël arrive avant le jour de l'an, une semaine avant. C'est évident que c'est le jour, que c'est Noël. Mais là, si je vous pose la question, il y en a qui se disent, ah, ok, mais je vois le piège parce qu'en réalité, s'il se fie au calendrier, jour de l'an, c'est comme s'il était comme minuit ou midi, peu importe, c'est le jour de l'an. Et là, on fait le tour de toute l'horloge ici qui représente une année au complète. Et Noël serait un petit peu avant minuit. Fait que dans le fond, le jour de l'an serait avant Noël. Ouais. Mais c'est rare que dans notre concept, à nous, on fonctionne de cette façon-là. Tout le monde va se dire, ben Noël est avant le jour de l'an. Lorsque moi-même, en tant qu'enseignant, je prends mes vacances d'hiver, ben je célèbre Noël avant le jour de l'an. Comprenez-vous? Donc, supposons qu'on oublie le principe du calendrier, parce que si on se fie selon le calendrier, mais c'est lui qui arrive avant l'autre, ben on a juste à regarder c'est quel mois. Janvier arrive avant février, février avant mars, et ainsi de suite. Mais si on va avec plutôt le feeling de lequel qui arrive vraiment avant l'autre selon le feeling. Alors, on va y aller avec deux dates, la date A et la date B. La date A, c'est celle qui arrive en premier dans l'année du calendrier de janvier à décembre. Et B, c'est celle qui arrive en deuxième. Donc, supposons que ça, c'est le 17 février, puis le 4 mai, ben, c'est ça. Le A, il est là. 4 mai, c'est le B ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans le fond, on a juste à faire la date ici, en termes de jours depuis le début de l'année. Hein? On part ici. Et on fait la soustraction. Donc, B moins A. Et ça va donner un écart en jours, parce qu'on s'intéresse en jours. Donc, supposons que c'est le 4 mai, comme je disais, ben on compte le 4 mai, on est rendu à combienième de jours? Ça fait à peu près autour de 125. Là. Je ne fais pas le calcul exact, mais vous comprenez, vous comptez combien ça fait de jours pour le A ici. Vous faites la soustraction pour avoir l'écart. Si c'est plus grand que 183, ça veut dire que, dans le fond, le feeling qu'on a, c'est que le B arrive avant le A. Oui, c'est le cas justement de Noël et jour de l'an. Hein? Noël et jour de l'an, l'écart entre les deux. Hein? Le jour de l'an est clairement le premier. Noël est clairement à la toute fin. Il y a à peu près 360 jours à peu près qui les séparent, ce qui est nettement plus grand que 183. Donc, c'est Noël qui arrive avant selon notre feeling. Et c'est ce que la formule dit. Si c'est l'inverse, si l'écart est inférieur à 183, alors on pourrait dire que c'est le A qui arrive avant. Hein, supposons que quelqu'un la fête c'est le 1er mai, puis l'autre c'est le 1er juin, il y a à peu près une trentaine de jours d'écart. Alors 30 est plus petit que 183, on va vraiment dire que c'est le 1er mai qui célèbre sa fête avant le 1er juin. Ici, on tombe dans le 183, c'est que les deux sont diamétralement opposés selon le calendrier. 6 mois d'un bord ou 6 mois de l'autre sont vraiment à 6 mois d'écart l'opposé, donc il y a une égalité. Il n'y en a pas un qui arrive avant l'autre. Toujours selon la définition du feeling et non pas du calendrier, parce que sinon, il n'y a pas de questions qui se posent. Je continue. Troisième question. Alors, à partir de combien de grains de sable considère-t-on que c'est un tas? Bon, c'est de la philosophie surtout. Hein. Supposons que j'ai n grains. N étant un nombre aussi grand qu'on veut, on considère ça comme étant un tas. Si j'enlève un grain, c'est-à-dire que j'ai n-1 grain, dans le fond, c'est comme si j'avais le tas auquel j'enlève un grain, mais si j'enlève un grain et un tas, ça reste encore un tas. Je peux faire ça pour n-2. Ça veut dire c'est comme mon n-1 que j'avais tantôt, qui est un tas, on l'a prouvé. J'en enlève un. Donc, j'ai encore une fois le tas auquel j'enlève un grain, ça reste toujours un tas. Je peux poursuivre le raisonnement comme ça, jusqu'à temps que je m'aperçois que j'ai 3 grains, 2 grains, un seul grain. Et donc, j'arrive toujours à la même conclusion, que 1 grain est égal à un tas.
ce qui semble paradoxal, un grain, un tas, que c'est ça. Bon, ici, évidemment, le paradoxe vient de la confusion que faut pas voir le nombre de grains dans un tas de sable comme étant l'infini. Même s'il y en a vraiment beaucoup, une grosse poignée de main, il peut y avoir facilement des centaines de milliers de grains de sable dans une grosse poignée de main. Là. Même si c'est un gros nombre, même si on prend un tas immense, ce ne sera jamais l'infini. À l'infini, si on enlève 1 à l'infini, ça va toujours donner l'infini, même si on le fait plusieurs fois. L'infini, moins 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, ça reste toujours l'infini. Mais ici, ce n'est pas l'infini, c'est un nombre qui existe, donc on ne peut pas raisonner de cette façon-là. Mais alors, à partir de quand est-ce que ça devient un tas? Ça devient plutôt de l'ordre philosophique. Pour certains, ce serait peut-être 10, pour d'autres, 10, c'est pas assez, une centaine. Un tas, un amoncellement, ça dépend de la grosseur des grains, voyez-vous. Mais je connais pas grand monde qui vont dire que c'est un tas s'il y en a moins de 10, à 5, 4, 3, 2, dire que c'est un tas. Clairement pas pour un seul grain, en tout cas. OK, alors suivant. Alors, c'est un autre paradoxe fameux, ce qu'on appelle le paradoxe du prisonnier. Alors, comme je l'expliquais dans le texte, il y a un juge qui dit, bon, la semaine précédente, l'exécution du prisonnier, on va venir te chercher dans la semaine X, peu importe, la journée du lundi au dimanche. Et puis, on va venir te chercher à un moment donné. Et si tu ne pourras pas savoir quand est-ce qu'on va venir te chercher, tu vas être surpris. Parce que si tu arrives à prouver que tu n'es pas surpris, ben, on ne te tuera pas. Ça ressemble un peu à ça, ce que je disais. Alors, le raisonnement du prisonnier, c'est de se dire, ben, supposons que la semaine s'écoule, je suis rendu le samedi soir. Je suis rendu le samedi. Ben, je sais que je vais être exécuté le samedi. Parce qu'effectivement, si on ne m'exécute pas le samedi, il va juste rester dimanche. Quand je vais être le dimanche, je sais qu'ils vont venir me chercher pour m'exécuter. Je ne serai pas surpris que ça m'arrive le dimanche. Donc, ils ne pourront pas m'exécuter le dimanche. C'est pour ça que quand j'arrive le samedi, je sais qu'ils vont venir me chercher cette journée-là, parce que ça ne peut pas être dimanche. Mais puisque je sais qu'ils vont venir me chercher samedi, ben alors là, quand ils vont venir me chercher, je ne serai pas surpris qu'ils viennent me chercher samedi, donc ils ne pourront pas m'exécuter. Et je peux reculer quand j'arrive à vendredi, puisque je sais que ça ne peut pas être samedi ni dimanche, je sais que ça va être vendredi, donc je ne serai pas surpris, ils ne peuvent pas m'exécuter. Et donc, je recule à jeudi, mercredi, mardi, lundi, et j'arrive ici à la conclusion que forcément, la seule journée où ils peuvent venir m'exécuter, c'est lundi. Mais comme je sais qu'ils vont venir me chercher lundi, je ne serai pas surpris, ils ne pourront pas m'exécuter. C'est le raisonnement du prisonnier. Mais qu'est-ce qui arrive? Hop, durant la semaine, les gardiens viennent le chercher mardi, paf, et il l'exécute. Il dit, ben là, comment ça se fait qu'il a pu être exécuté? Est-ce qu'il peut être exécuté? Parce qu'il a éliminé toutes les journées, il ne pouvait pas être surpris de la journée, du lundi au dimanche, et pourtant ils sont venus le chercher mardi, et il a été surpris, et il a donc pu être exécuté. Alors, vu de même, ça semble paradoxal parce qu'il n'y a pas d'erreur de raisonnement. La méthode que j'ai faite où il recule, c'est une méthode d'induction, un peu qui ressemble à celle d'en haut ici. C'est juste que là, c'est à rebours. Il n'y a pas d'erreur dans son raisonnement. Tout est correct. Mais pourquoi est-ce qu'on peut venir le chercher et l'exécuter pareil? En fait, une espèce de tentative d'explication, c'est que lui, en fait, tout réside dans ce qui est la surprise. Qu'est-ce qu'on veut dire par surprise? Lui, dans son raisonnement, lui, il dit, je ne serai pas surpris si j'arrive le dimanche d'être exécuté le dimanche. C'est ça qu'il se dit. Il se dit, si je suis samedi, je ne serai pas surpris d'être exécuté le samedi. C'est pour ça qu'il a éliminé, puis il a tout éliminé ça, puis il se dit, donc je ne pourrai pas être exécuté. C'est ça son raisonnement de la surprise. Sa surprise, c'est que je ne peux pas être surpris d'être exécuté la journée que je suis présentement.
Par contre, quand ils sont venus le chercher un mardi, ils sont venus et lui, il a été surpris, non pas qu'ils viennent le chercher pour l'exécuter mardi, mais qu'ils viennent pour l'exécuter, point, tout simplement. Donc, c'est pas le même type de surprise. Il n'a pas été surpris. Oh mon Dieu, vous venez m'exécuter un mardi, pourtant j'ai éliminé le mardi, ça ne marche pas. Il a été surpris du fait qu'on vienne d'exécuter. Ce n'est pas le même type de surprise, voyez-vous. Donc, il n'y a pas de contradiction. Le juge a maintenu parole. Il a vraiment été surpris. On a pu l'exécuter. Alors, c'est la tentative pour expliquer ce paradoxe qui est vraiment intéressant. Puis, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur YouTube. Il y a beaucoup d'explications là-dessus. OK, et le dernier, très philosophique. Alors, nous avons 3 participants à un rallye, A, B et C, un rallye genre Paris-Dakar, on va dire, puis ils sont rendus quelque part dans l'Afrique du Nord ou au milieu du désert. Chacun a son dromadaire, hein, puis sa gourde d'eau, très important. C'est ce qui leur permet de survivre d'une journée à l'autre. Arrive une nuit, les 3 personnes, chacun dort dans leur tente, et puis les 3 personnes se détestent à mort. Bon, pourquoi, c'est pas important ici. Durant la nuit, A se réveille, se rend dans la tente du C et vient mettre du poison dans la gourde de C. Il se dit demain matin, lorsqu'on va repartir, quand il aura soif, il va boire l'eau, il va s'empoisonner, il va mourir. OK, un peu plus tard durant la nuit, B, ignorant ce que A a fait, très important, lui, il s'en va dans le C et il perce légèrement la gourde. Très légèrement, parce que s'il fait un gros trou, le lendemain matin, C va voir que sa gourde est vide, puis il va se plaindre au dirigeant, puis hey, quelqu'un a percé ma gourde. Un petit trou pour que ça ne paraisse pas encore le matin, mais que durant le jour, à dos de chameau, ça se vide, puis quand il vient pour boire, il n'y a plus d'eau, puis il meurt. Alors, c'est ça le plan de B. Et son plan a fonctionné parce que, comme de fait, le lendemain, durant le milieu de la journée, quand C a soif, il vient pour prendre sa gourde, mais là, tout le liquide s'est écoulé par le petit trou, la gourde est vide, il meurt de soif. Bon, alors, il y a eu un mort, il y a eu un crime. Là, la question, je vous demandais, qui est tenu responsable de la mort? Est-ce que c'est A ou B? En fait, ce qui est intéressant, c'est que, bon, supposons que vous êtes l'avocat de A. Là, l'avocat de A dit, ben, de quoi est mort la personne C? Elle est morte de déshydratation. Alors, l'avocat de A va dire, ben, moi, je n'ai pas vidé sa gourde d'eau. Je ne suis pas responsable de sa mort. Et c'est vrai. Donc, c'est B le coupable. Par contre, l'avocat de B pourrait dire, wow, moi, j'ai empêché que C boive de l'eau empoisonnée. Depuis quand empêcher quelqu'un de s'empoisonner est un crime? Donc, ce n'est pas moi, c'est le A. Évidemment, nous, on sait que les deux avaient l'intention de tuer, mais bon, jouons le jeu, faisons abstraction de l'intention. Si on va vraiment avec les faits, ça peut être intriguant parce que chaque avocat peut avoir des arguments pour dire, bon, c'est toi le criminel, non, c'est toi, blablabla. Tant qu'à moi, j'accuserais les deux, mais si on joue le jeu et qu'il faut juste en accuser un seul. Pour ma part, quand j'ai vu ce problème-là, je me suis dit, bon, si le poison a été rajouté dans de l'eau et que lui, après, il l'a vidé, bon, alors il a empêché de boire de l'eau empoisonnée. Mais c'est pas la même chose que si le A avait carrément vidé l'eau et aurait mis que du poison dans la gourde C. Alors là, le B aurait pu carrément dire, je l'ai vraiment empêché de mourir parce qu'il n'y avait que du poison dans la gourde C. Et le A aurait été le responsable d'avoir mis du poison dans la gourde C au complet. Donc, je pense qu'ici, l'avocat de B aurait eu plus d'arguments parce que là, il se dit, si moi, j'aurais rien fait, ben, il serait mort, c'est sûr.
Les deux situations se ressemblent, c'est pour ça que je trouve ça un peu paradoxal. Il n'y a pas de bonne réponse, hein. C'est une question de voir comment on voit ça. C'est sûr que le B, lui, on peut dire également un autre argument, il ne savait pas que le A fait ça, donc il était mal intentionné, fait qu'il était un peu de mauvaise foi en disant, ben moi je l'ai empêché de s'empoisonner, fait que je ne suis pas responsable, alors que nous, on sait qu'il a fait ça pour le tuer. Mais bon, c'est parce que là, on fait comme si on était Dieu, puis on avait vu l'action, puis on connaissait leurs intentions. Mais vous savez que lorsque c'est le temps de prouver que quelqu'un est responsable de la mort, c'est beaucoup plus difficile, surtout si on tombe sur des avocats difficiles, disons. Bref, il n'y a pas de bonne solution, ça dépend comment vous voyez ça, quelles sont vos valeurs, comment vous l'interprétez. Alors, j'espère que vous avez aimé ces petites énigmes-là, puis on se revoit donc demain pour une autre.